Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo point lecture. Donc là, il s'agit de mon point lecture du mois d'octobre. Octobre, disons que ça a été un mois un peu compliqué. J'aurais voulu lire plus, mais malheureusement, les migraines étaient de retour et c'est assez compliqué à lire. Malgré tout, j'ai quand même réussi à lire 8 livres, dont 3 BD. Et voilà, disons que ce mois était particulier aussi dans le fait où ça a été un mois avec de magnifiques découvertes. J'ai eu énormément de mentions honorables. Je crois que ça faisait aussi un sacré moment que je n'avais pas eu autant de mentions honorables sur le même mois. Donc de très très bonnes lectures à vous présenter. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va découvrir tout cela ensemble. Ma première lecture du mois, c'était Le Dernier Oracle, tome 2, Limpie, d'Enora Curtin en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Donc pour faire un bref résumé du tome 1, on suivait Mara qui vit à Erenia, qui est la cité des oracles. Les oracles, tout le monde va les consulter pour obtenir des informations sur leur avenir. Et on va dire que dès qu'un oracle décède, eh bien, une cérémonie a lieu pour lui permettre de trouver un successeur. Là, c'est ce qui va arriver. Et en fait, pour organiser cette cérémonie, tous les jeunes hommes de 15 à 18 ans sont convoqués justement, car ce sont eux qui pourront devenir les futurs oracles. Et le frère de Mara, disons que lui, il a de grandes chances de pouvoir devenir oracle. Et au moment de la cérémonie, eh bien, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, euh, l'oracle est choisi par la nature. Voilà. Donc dans le premier tome, en fait, on suit Mara qui a dû partir, voyager à travers le désert. Et dans ce tome-ci, du coup, elle va faire le chemin inverse car elle a appris que justement sa famille était en danger. Et elle va donc revenir dans sa cité. Alors ici, j'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture. Franchement, j'ai trouvé que c'était une suite passionnante. Les pages défilent, je les ai pas vues passer, franchement. Et bien entendu, très vite, on comprend la décision de Mara de revenir, car un danger plane sur sa famille et elle va donc quitter le désert pour retourner à la cité d'Erenia. Et là-bas, bien, elle va aussi découvrir qu'elle n'est plus la bienvenue. Sa tête est mise à prix et elle peut quand même compter sur ses amis et des alliés insoupçonnés pour l'aider. Ce tome est également plus sombre. Notre protagoniste va vivre des moments difficiles pour défendre le don qui lui a été accordé dans le premier tome. Et par moments difficiles, disons que là, je mentionne un trigger warning, on va avoir droit à des scènes de torture. De plus, cette fois, Mara va devoir choisir entre ses sentiments entre différents personnages et prendre des décisions cruciales afin d'atteindre le but qu'elle s'était fixé, tout en acceptant de se soumettre à certaines règles. Donc là aussi, disons que c'était intéressant de voir les choix qu'elle allait faire et j'étais vraiment prise dedans. Et par la suite, notre protagoniste va découvrir qu'elle possède une autre particularité, tout en apprenant le mode de vie des oracles. Et on a un dénouement final qui est prenant et qui donne juste envie de lire la suite. Voilà, comme avec le premier tome. Et là, comme je vous dis, c'est une lecture, je n'ai pas vu passer les pages, je me suis vraiment régalée. C'est un livre qui fait 317 pages, c'est écrit grand et aéré. Voilà, pour vous montrer. Mais je vous dis, moi, je l'ai vraiment dévoré, j'étais prise dedans, je ne voyais pas le temps passer. Les péripéties s'enchaînaient et vraiment, c'est une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir le tome 3 parce que là, effectivement, quand Mara va découvrir le mode de vie des oracles, on voit qu'il y a déjà des choses qui qui ne lui conviennent pas. Et on se dit, mais comment est-ce que ça va continuer par la suite? Est-ce qu'elle va s'adapter ou est-ce qu'elle va de nouveau décider de... ou est-ce qu'elle va faire changer les choses? Voilà. Donc je suis très curieuse de voir comment les choses vont évoluer et franchement, c'est une très bonne lecture et une excellente découverte. J'ai aussi lu Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mati Madiel aux éditions Le Héron d'Argent. Je montre la couverture qui est juste sublime. Franchement, je l'adore. Et c'est un objet livre qui est magnifique. Si je vous montre, il y a des illustrations à l'intérieur. Déjà, au début, vous avez différentes illustrations. C'est magnifique. Et ensuite, vous avez les entêtes de chapitres qui sont tous décorés de cette manière. Et il y a même des dessins dans les marges. Ici, vous retrouvez une lune et un soleil. Voilà, donc c'est vraiment un objet livre sublime. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse et pour sa confiance. Je sais plus si je l'ai dit. Mais voilà, c'est... Alors, pour faire un bref résumé, ici, on est sur une réécriture du conte La Fauvette qui
qui chante et qui chante qui sautille. Voilà, un conte que je ne connaissais pas. Et on va suivre Eva. Eva, elle est considérée comme une héroïne car elle a réussi à vaincre un dragon. Sauf que depuis, ce statut, disons qu'elle ne le vit pas très bien. Et Eva, pour l'accompagner, elle a Fauve, sa petite fauvette qui est la dernière chose qui reste en fait de sa mère. Et elle y tient beaucoup à cette fauvette. Eva va donc devoir s'engager dans l'armée parce que sa sœur souhaite se marier et elle n'a pas une dot suffisante, donc elle va retourner s'engager dans l'armée. Une fois, en fait, on est dans le peuple ici, Eva appartient au peuple de la Lune, et ils sont en guerre contre le peuple du Soleil. Donc pendant un combat contre le peuple du Soleil, un étrange chat blanc va arriver et va entraîner Fauve, donc la fauvette, dans la forêt et la séparer d'Eva. Celle-ci va être vraiment attristée d'avoir perdu sa fauvette. Le père d'Eva va partir à sa recherche et va lui aussi disparaître. Eva, ne supportant pas de voir les membres de sa famille disparaître chacun leur tour, va donc aussi se rendre dans la forêt et pour partir à leur recherche et va y faire la rencontre d'une étrange lionne. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement j'avais hâte de découvrir cette réécriture car comme je vous dis, le conte d'origine, La fauvette qui chante, qui sautille, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est un conte des frères Grimm, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai été tout de suite embarquée dans le récit. C'est une histoire qui est prenante et très immersive, franchement je suis régalée à ce niveau-là. On a des personnages aussi qui sont très attachants, bien construits, et aussi l'autrice, elle va nous montrer justement qu'ils ont des traumatismes, des séquelles et des angoisses. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait car ça les rend d'autant plus humains, car surtout pour Eva, par exemple, je peux donner l'exemple, déjà le fait d'avoir dû se battre contre le dragon, ça lui a laissé des séquelles, et aussi le fait qu'elle a dû aller sur les champs de bataille, tout ça, pareil. Elle a vu des choses horribles et là pareil elle en est parvenue indemne et on assiste surtout à des moments c'est que le fait de par exemple de toucher une arme ou quelque chose, certains éléments déclenchent des angoisses et je trouve que c'était vraiment bien fait et c'est ce qui la rendait plus humaine, encore plus attachante. Et aussi l'autre élément que j'ai vraiment apprécié, c'est que par la suite d'autres personnages vont accompagner Eva, Eva va les rencontrer, et elle va les accompagner dans leur quête. Et disons que ces personnages ont un certain statut. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, ils sont vraiment très simples. Ils n'attendent pas en fait que les gens se plient à leur statut ou s'inclinent devant eux, ces choses-là. Et le pouvoir ne leur est pas monté à la tête, tout simplement. Et ça, je trouve que c'était aussi génial. La manière dont c'était fait, et j'ai adoré à ce niveau-là. C'est vraiment les personnages, je trouve que c'est un point essentiel dans cette histoire. Et justement, d'en avoir en plus des films de cette manière, c'est d'autant plus agréable parce qu'on s'y attache direct et on a envie de les suivre et de voir ce qui va leur arriver par la suite. Eva aussi, comme je vous disais, elle est très attachée à Fauve, sa fauvette, et pareil pour le lien que l'on voit entre elle et sa fauvette, j'ai trouvé qu'il était attachant et j'ai beaucoup aimé les moments où c'est qu'elle est avec sa fauvette et pour moi je trouvais que c'était très agréable, c'était vraiment touchant même ces moments-là et vraiment c'était très très bien réalisé. Et aussi autre point qui est très bien fait, c'est les liens qui se tissent au fur et à mesure de l'aventure entre nos protagonistes. J'ai trouvé que c'était beau, bien fait, bien réalisé également et franchement, je vous dis ça va avec le fait que on aime beaucoup ces personnages, qu'on s'y attache et de voir aussi qu'entre eux, ça devient vraiment des amitiés très fortes, voire peut-être même plus pour certains. Eh bien, je trouve que c'était très intéressant. Bien entendu, l'aventure est prenante et va réserver son lot de secrets et de mystères. Le tout est porté avec une plume que j'ai trouvée fluide et addictive. Donc je vous dis, on tourne les pages, on enchaîne les chapitres, on veut savoir la suite, c'est vraiment prenant comme histoire. Et on a un dénouement final, j'ai trouvé qui était captivant, tout en étant riche en émotions. Franchement, je m'attendais pas à cette fin. Et elle m'a plu, mais en même temps, je suis restée sur une note quand même avec un peu de tristesse. Mais vraiment très bien fait. Et autre chose que je voulais vous mentionner, c'est que comme je vous disais, on a des liens d'amitié qui se créent, voire peut-être plus. Donc il y a aussi une romance FF, donc une romance entre dames, qui se développe petit à petit, c'est vraiment une romance slow burn. Et elle se développe en douceur, et disons que ce que j'aime, c'est que oui, nous on voit qu'il y a des sentiments qui sont en train de se développer, et disons qu'aussi ça reste en arrière-plan, et c'est seulement vers la fin que là la romance apparaîtra vraiment et prendra un peu d'ampleur, mais vraiment j'ai trouvé que c'était marrant parce que tout le monde est conscient en fait qu'il y a
qu'il y a plus que ça entre ces deux personnages. Et il y a juste notre protagoniste qui ne s'en rend pas compte. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et c'était bien fait. Et puis surtout, comme je vous dis, moi j'aime bien qu'on garde toujours la quête en premier plan. Et là, ça a été le cas en fait. Les sentiments, ils étaient là, mais ils restaient en second plan. Et ça, c'était vraiment bien fait. Et aussi, autre point intéressant, c'est qu'à la fin du livre, vous avez le conte d'origine qui est à la fin, donc vous pouvez le lire aussi. J'ai trouvé que c'est intéressant de pouvoir comparer justement les éléments qui ont été repris dans l'histoire et ceux qui ont été modifiés ou ajoutés. Et franchement, ça m'aura permis à la fois de découvrir la réécriture, plus le conte d'origine, donc vraiment une très belle découverte. Et comme je vous dis, alors, quand j'avais lu le résumé, je me suis dit que ça allait me plaire, mais franchement, ça m'a encore davantage plus que ce que j'imaginais au départ et c'était une excellente découverte franchement. Et pour vous montrer, j'avais reçu aussi avec le livre une illustration, voilà. Et là on voit bien la fauvette, fauve, la fauvette. Franchement j'ai beaucoup aimé le fauve, la fauvette et les autres personnages, mais vraiment c'était un groupe agréable à suivre et comme je vous dis, je me suis régalée avec cette réécriture de conte. Donc si vous aussi vous êtes amateur de réécriture de conte et que vous avez envie de passer un bon moment, tout en sachant qu'il y a des créatures fantastiques à l'intérieur, qu'il va y avoir une quête, tout cela, eh bien je vous recommande vivement cette lecture. Après, j'ai juste noté quelques trigger warnings, alors au cas où, ils seront à la fin de mon article sur mon blog. Tout ce que je voudrais vous mettre en garde, c'est que pour les gens qui sont sensibles, moi alors là, normalement je suis assez sensible à cela, mais disons que ça a été fait de manière à quand même être assez soft, mais on a des combats avec des animaux. Voilà, je vous préviens, si vous êtes sensible à cela, attention, renseignez-vous. Je me suis ensuite lancée dans une BD avec Peggy Sue et les fantômes, le premier tome, Le jour du chien bleu de Véronique Grisot et Elodie Garcia, et c'est adapté de l'œuvre de Serge Broussolo. Et tout ça, c'est aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, on va suivre Peggy Sue qui est une jeune fille particulière car elle a le pouvoir de voir les fantômes. Disons que pour elle, c'est pas facile tous les jours parce que déjà les gens croient qu'elle est folle. Et les fantômes sont vraiment méchants avec elle et ne se gênent pas de faire des choses qui l'humilient encore davantage. Un jour, elle a beaucoup voyagé, donc elle arrive dans une nouvelle ville avec sa famille. Et un jour, un étrange soleil bleu va apparaître dans le ciel. Des choses étranges vont commencer à se passer et également les animaux vont commencer à se retourner contre les humains. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc ici c'est une lecture que j'ai mis 7 sur 10. Alors déjà c'est intéressant de découvrir la particularité de Peggy Sue et de voir comme quoi c'est à la fois un don mais surtout une malédiction en fait, car les fantômes qui préfèrent se faire appeler les invisibles ne se gênent pas de lui en faire voir de toutes les couleurs, vraiment à travers des menaces, des humiliations, et par menaces, ils y vont assez fort. C'est vraiment méchant, et disons que même des fois, ils lui proposent des deals, mais c'est horrible, hein. Franchement, j'ai trouvé ça, c'était vraiment très fort. Et Peggy, comme je vous ai dit, Peggy Sue, elle subit également les moqueries de ses camarades de classe ou des personnes de son entourage, car effectivement il la voit parler à des choses qui n'existent pas, il la voit faire des choses voilà, que les fantômes la forcent à faire, on va dire, mais qu'ils la voient faire d'elle-même, et ils se disent mais elle est complètement folle cette fille, et ils la prennent vraiment pour une folle, et elle n'a pas d'amis, ou voilà, c'est très compliqué de se faire des amis, ou même d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Et comme je vous dis, les éléments s'enchaînent avec l'apparition de ce soleil bleu et la rébellion des animaux. Donc là aussi, c'était quelque chose, je trouve, alors c'est intéressant, car ça aborde clairement, dans ce livre en fait, on aborde clairement deux thèmes. Le harcèlement, déjà à travers ce que vit Peggy Sue, déjà à travers les moqueries de ses camarades, mais également le harcèlement qu'elle subit, on va dire en guillemets, pas par ses camarades, mais par les fantômes. Et aussi, dans ce livre, étant donné le thème après que la rébellion des animaux, eh bien, on nous parle clairement de la manière dont les humains traitent les animaux. Et je trouve que c'était intéressant parce qu'après aussi, ce qu'on nous propose dans cette histoire, moi ça m'a fait réfléchir, franchement. Quand j'ai vu tout ce qui se passait avec les animaux, voilà, tout ça, ça m'a fait réfléchir de me dire, mais
est-ce que si cela arrivait réellement, est-ce que ça serait pire? Ou est-ce que ce serait la même chose? Et comment est-ce qu'on réagirait en fait? Et est-ce que les animaux auraient raison de réagir comme ça, de nous faire subir ça en fait? Et je trouve que c'était vraiment, c'est rare que j'ai un livre qui m'amène comme ça à la réflexion, à me dire mais oui, est-ce que si ça arrivait? Et de penser, d'avoir autant de réfléchir autour de ça, et là je trouve que ça donne vraiment cette idée d'y penser, de réfléchir, et puis de voir en fait, de revoir d'autres façons de traiter les animaux tout simplement. Pour ce qui est des illustrations, j'ai trouvé qu'elles sont magnifiques, expressives aussi, réalistes et colorées. Je vous mettrai des planches ici si j'y pense, mais vraiment j'ai bien aimé le style qui est représenté, ça fait très jeunesse. Mais alors attention, là je préfère mettre un hola, même si ça reste une BD jeunesse, étant donné ce que je vous ai dit, la manière dont les fantômes s'adressent à Peggy Sue, le fait d'avoir les animaux qui vont se rebeller, après aussi d'autres éléments qui se passent avec le soleil bleu, je trouve que c'est quand même des éléments qui sont très spooky des fois, et des fois on a même des éléments un peu loufoques qui se passent, mais c'est pour cette raison que je dis attention, je ne donnerai pas cette BD à n'importe quel enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui peut encore être influençable ou qui est vite effrayé, je réfléchirai avant d'y donner la BD, parce que moi aussi c'est quelque chose que j'ai réfléchi en la lisant, en me disant mais sur quel âge tu l'aurais lu? Je pense que moi ça m'aurait vraiment effrayé et j'aurais cru que ces choses-là pouvaient arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, c'est du jeunesse, mais quand même à donner à des enfants qui sont dont on sait qu'ils n'ont pas facilement peur, ou qui ne vont pas se dire ah mais l'histoire va se réaliser. Parce que moi je pense qu'on me l'aurait donné à un certain âge, franchement c'est ça qui m'aurait fait peur, je pense que j'en aurais fait des cauchemars. Donc voilà, c'est juste ça que je tiens à prévenir, mais après ça reste oui très jeunesse, les dessins aussi. Mais voilà, c'est juste pour ce côté, je trouve que, et même des fois c'est un peu, de voir comme les fantômes sont méchants, et puis certains éléments, ça peut vite effrayer certains enfants. Donc et sur cette BD, comme je vous disais, on a une intrigue qui est prenante, avec des rebondissements intéressants, voire même des fois loufoques. Alors là, il y a un passage, franchement je ne m'y attendais pas, et c'était vraiment tout ce qu'il y a de plus loufoque, mais c'était intéressant. Et étant donné le dénouement qui nous est proposé, il y aura certainement une suite. Je pense que j'avais vu que la saga Peggy Sue, il y avait plusieurs tomes, donc là, vu le dénouement qu'on nous propose, effectivement, je suis curieuse de savoir si on va adapter les suites en BD. Et alors pourquoi j'ai enlevé des points? Tout simplement parce que je m'attendais à en apprendre davantage sur les fantômes, donc les invisibles, au fil de l'histoire, et là ça n'a pas été le cas. Et autre point que j'ai relevé, c'est qu'on a une BD qui est très courte, hein. Donc je sais pas combien de pages faisaient les romans, mais là on a dû adapter genre en BD, sur une BD qui fait environ 50 pages, donc vous voyez c'est assez court. Et du coup, moi qui ne connais pas l'histoire, qui n'ai jamais lu les romans auparavant, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des transitions qui étaient assez abruptes à ce niveau-là, et aussi qu'on a régulièrement des raccourcis qui sont pris. Et, euh, et franchement, je pense que ces éléments m'ont un peu empêché d'entrer pleinement dans le récit, et justement fait que des fois je me suis un peu retrouvée perdue, donc voilà pourquoi j'ai enlevé quelques points. Mais malgré tout, je reste curieuse de découvrir la suite des aventures de Peggy Sue. Et alors, franchement, c'était une BD que je m'attendais qu'il y ait un peu des éléments qui fassent un peu peur, tout ça, mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là, donc voilà, ça m'a permis aussi en même temps de découvrir au moins le premier tome de l'histoire de Peggy Sue. J'ai également lu La captive de Dunkelstadt, donc c'est de Magali Lefebvre, aux éditions Château d'Âme. Donc la couverture qui est magnifique avec ses reflets, c'est magnifique. Et le jaspage, voilà, qui est aussi juste sublime. Et ça a été ma première lecture de cette maison d'édition. Donc ici on suit Émile Dupontel, qui est un jeune homme qui est fraîchement diplômé. Il a décidé de faire un tour d'Europe avant de rentrer au bercail et de reprendre un bureau de notaire. Et son voyage va le mener dans la forêt noire, la ville de Dunkelstadt. Et là, il va être fasciné par le château qu'il y a au-dessus de la ville. La population lui fait bien comprendre qu'il ne faut pas aller au château car il est hanté. Mais Émile est fortement attiré par ce château. Il ne va pas écouter les recommandations, il va aller au château. Et il va rencontrer ses occupantes. Donc il s'agit de la comtesse et de sa fille Katharina. Il va y avoir un coup de foudre entre nous deux jeunes gens,
Et disons que Émile va aussi gentiment se rendre compte que le château cache bien des mystères, ainsi que les deux occupantes lui cachent bien des secrets. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. En tout cas, ça a été une très bonne lecture, j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques trigger warnings donc que j'ai relevés. Je peux juste vous parler qu'il y a des fantômes vu qu'on parle que le château est hanté. Sinon pour les autres, ils seront dans ma chronique sur mon blog et vous pourrez les retrouver au fond de l'article si ça vous intéresse et au cas où si le blog n'a pas encore été publié à ce moment-là, eh bien vous pouvez m'écrire un mail et je vous dirai exactement les trigger warnings que vous pouvez y retrouver. Alors, déjà, comment vous dire, j'ai été happée par l'histoire qui mélange différents styles, notamment l'historique, le fantastique, le paranormal et la romance, comme vous pouvez vous en douter. La ville de Dunkelstadt, elle m'a vraiment plu, j'ai aimé cette ambiance avec une atmosphère mystérieuse et les craintes des habitants envers le château qui les surplombe, tout simplement. Et on va vraiment mettre en garde Émile à plusieurs reprises qu'il ne faut pas s'approcher du château, mais il n'a pas à tenir compte des mises en garde. Et il va être vraiment attiré par le château que l'on nomme le château de Wolfenschloss. Et sa rencontre avec la comtesse et sa fille, comme je vous dis, ça va être vraiment le coup de foudre entre les deux jeunes gens. Et Émile va gentiment se rapprocher de Katharina. Et donc notre romance s'installe petit à petit. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que Émile va découvrir progressivement tous les secrets et les mystères que cache cette étrange demeure. Et là aussi, pour nous, c'est intéressant de voir tout ce qui se cache là derrière, car on part des suppositions, mais comme je vous dis, moi j'essaye toujours de faire des hypothèses, et là j'étais totalement à côté, j'ai été surprise en bien à chaque fois. Et vraiment, cette histoire nous réserve bien des surprises. J'ai eu à la fois des passages frissonnants, franchement je lisais le soir et j'avais froid dans le dos, surtout lors d'un passage où il y a du paranormal, c'est que ça m'a vraiment fait froid dans le dos et en plus de lire de nuit. Voilà, mais ça c'est ce que j'aime, avoir du frisson. Et aussi, petit à petit, Émile va se faire un allié inattendu, franchement, donc ça j'avais pas vu venir. Et c'est écrit avec une plume qui est fluide et poétique, j'ai trouvé. Et on a un dénouement final qui est captivant. Et c'est peut-être avec regret que j'ai quitté nos personnages, parce que franchement, je les ai trop attachants, nos deux jeunes gens. Et tout ce qui va leur arriver, ça, on voit qu'ils sont vraiment... parce qu'Émile, on voit qu'il aime vraiment Katharina, parce qu'au bout d'un moment, tout ce qui arrive, il y a des fois, ce qui se passe dans ce château, c'est à devenir dingue, en fait, que j'ai envie de dire, ce qu'il vit là-dedans. Et il reste, mais pour aider Katharina, parce qu'au bout d'un moment, il se rend aussi bien compte que la comtesse et sa fille ne peuvent pas quitter la demeure et il va chercher la raison qui les relie à ce château et ensuite il va essayer de tout faire pour les libérer. Mais vraiment, comme je dis, pour moi c'était une très bonne histoire et ça mérite vraiment la note de 9 sur 10 car je ne me suis pas ennuyée un seul instant, j'avais hâte de découvrir la suite et franchement j'ai passé un excellent moment de lecture et je peux vous dire que je vais retourner vers cette maison d'édition. J'ai également lu La case des sorcières de Lydia Ramos, c'est en auto-édition, donc je vous montre la couverture, et je remercie l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse ainsi que pour sa confiance. Et je vous avoue que ce livre m'a tout de suite attirée par son résumé. Donc ici on suit 6 femmes qui ont entre 23 et 52 ans, elles ne se connaissent pas, et elles décident de partir ensemble aux Saintes, aux Antilles, pour une semaine de vacances grâce au site Copines de voyage. Et on nous dit juste la dernière phrase, c'est ça qui m'a vraiment intriguée, ce qui devait être un simple séjour de détente entre nouvelles copines bascule dans une aventure mystérieuse et initiatique. Donc voilà, ça c'est surtout cette phrase-là qui m'a intriguée. Et en plus, c'est vraiment, vous pouvez le voir, c'est une toute petite lecture, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et voir ce que cela te réserve. Donc c'est un livre auquel j'ai mis 8 sur 10. Ici, on est dans un récit qui est prenant et surtout très positif, c'est ça que j'ai apprécié. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. Et tout ça est mené avec une plume fluide qui nous entraîne dans des paysages merveilleux et surtout estivaux. Donc vraiment, on se croit en vacances avec nos protagonistes. Et l'intrigue, elle va surtout s'axer sur l'amitié, le fantastique et les mystères, comme vous pouvez vous en douter. Et aussi, on va s'intéresser à l'écologie à travers les animaux de cette région, donc des Antilles, et aux arts divinatoires. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant car c'est quelque chose que je connais un petit peu, mais là, j'en ai appris un peu plus sur divers arts divinatoires, et c'était vraiment très intéressant.
Et nos protagonistes, comme je disais, elles ne se connaissaient pas au début. Et on va voir se développer une amitié vraiment très forte entre chacune d'elles. Et aussi, elles vont prendre conscience des raisons qui les ont menées à réserver ce séjour. Et là aussi, c'est intéressant car on voit petit à petit que les pièces s'emboîtent tout simplement. Et puis, c'est vraiment mystérieux. Au début, on se demande qu'est-ce qui les a réunis ici et quel est le but de les avoir réunis à cet endroit. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment aussi agréable. Aussi, autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a un lien entre le passé et le présent qui est établi et des explications qui vont nous être données au fil du roman. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait. On a notamment des références avec Christophe Colomb. Et ça m'a vraiment plu d'avoir ces explications déjà et puis de faire le lien avec nos protagonistes actuels. Vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien mené. Et on a aussi un dénouement final qui est touchant, tout en restant dans de bonnes ondes, donc c'est agréable tout du long, c'est un plaisir à lire. Et disons que vu comme ça se termine, il y a possibilité qu'il y ait une suite à l'avenir et dans une nouvelle région qui est déjà citée à l'intérieur de cette lecture. Après, j'ai enlevé un point juste parce que je dois dire que je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre nos protagonistes et leurs particularités, car effectivement, chacune va voir qu'elle a une particularité bien à elle. Et c'est vrai que comme on a 6 personnages, que c'est une lecture quand même courte, c'est vrai que j'avais tendance à un peu m'emmêler les pinceaux en tout ça. Mais après, c'était une lecture très agréable, j'ai bien aimé être dans cette ambiance. Et comme je dis, c'était quelque chose de très positif, même si à certains moments, il y a des éléments qui sont quand même plus tristes qui sont amenés. Mais tout ça, il fait que pour rester dans la positivité, que ça se termine bien. Et je trouve que vraiment, c'était une lecture vraiment agréable, qui m'a fait voyager avec nos protagonistes dans de beaux paysages, voir les animaux de là-bas, de la faune. Et alors, c'est une lecture, comme je vous ai dit, c'est assez court, elle fait un peu plus de 120 pages et c'est écrit, alors c'est une écriture standard, mais très aérée. Et pour moi, j'ai vraiment dévoré ce livre parce que tout ce qu'on voit au début, tout ce qui est mis en place pour nous montrer que ces filles sont pas arrivées là par hasard, j'étais curieuse de savoir mais pourquoi est-ce qu'elles sont là, quel but elles ont à mener, et quand on relit toutes les pièces, eh bien, ce que j'ai trouvé que c'était incroyable, ce qui avait été mis en place par l'autrice, et voilà, je ne peux que vous le recommander si c'était une histoire feel good, et passer un bon moment de vacances avec nos protagonistes. J'ai également lu Blue Tattoo de Rodolphe et Pierre-Emmanuel Dequest, je sais jamais comment on prononce, alors je m'excuse, et c'est aux éditions La Boîte à Bulles, et je remercie encore du coup la maison d'édition ainsi que NetGalley pour leur service presse. Et ici, alors, on est sur une BD et on suit l'histoire d'Olive Watman. En fait, c'est une jeune femme qui voyageait pour se rendre dans une autre région des États-Unis avec sa famille dans un convoi. Le convoi a été attaqué par des Indiens et elle a été une des seules survivantes. Les Indiens l'ont ensuite enlevée et quelques années plus tard, elle va revenir à la civilisation, mais elle va intriguer les gens car elle a ramené avec elle des tatouages et c'est ça qui va fasciner les gens. Et quelques années plus tard, on suit également des chasseurs de têtes qui ont pour mission en fait de retrouver un livre qui a été écrit sur Olive Watman et ils sont payés en fait pour détruire tous les exemplaires de cet ouvrage. Voilà, et on se demande qui est donc le mystérieux commanditaire qui souhaite voir disparaître ce livre. Voilà, alors ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Alors je vous avoue que déjà j'étais curieuse de découvrir cette BD qui retrace l'histoire de Olive Watman, comme je vous ai dit, où on la surnommait la femme tatouée, étant donné les tatouages qu'elle avait sur le menton. Après j'ai trouvé intéressant l'histoire du point de vue en fait du chasseur de primes, qui s'appelle Pete, ouais je sais jamais, oui moi je le prononce Pete. Et là on est en 1870. Et lui, comme je vous dis, il était chargé par un mystérieux commanditaire de retrouver tous les exemplaires du livre écrit sur Olive Watman et de les détruire. Et sauf que ce chasseur de primes, en fait, il sait lire parce qu'on se rend compte que beaucoup de ces chasseurs n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire. Mais lui, il sait lire et au bout d'un moment, la curiosité devient trop forte, il décide de garder un exemplaire et de le lire. Et là, vont commencer à s'enchaîner les centres, les époques. Car dès que Pete, pardon, pourquoi je rajoute un R à la fin, parce que dès que Pete il parle d'Olive ou lit le livre, eh bien on switch dans le passé et on
on découvre l'histoire d'Olive et ce qu'il est en train de lire ou de raconter justement, et c'est là que c'est intéressant. Et donc là on revient en 1851 et on découvre donc l'enlèvement d'Olive par les Amérindiens et ça va jusqu'à son retour à la civilisation et comment dire, c'est une histoire bouleversante. Olive, effectivement, elle a vécu des moments difficiles mais elle a aussi tissé des liens très forts avec les membres d'une tribu. Alors attention, je tiens à mettre un point au clair, on n'est pas sur le syndrome de Stockholm, où c'est qu'on peut se dire, ouais, elle a vécu pendant des années avec ses Indiens, ils l'ont enlevée, etc. Et elle a créé un lien avec ses ravisseurs. Non, c'est pas ça. En fait, Olive, pendant qu'elle était chez les Amérindiens, elle a voyagé dans différentes tribus. Alors effectivement, certaines tribus, elle n'était pas du tout bien accueillie, c'était vraiment la prisonnière, l'esclave, et elle n'avait pas son mot à dire, elle était maltraitée. Et dans d'autres tribus, ça s'est passé totalement différemment. Et là, elle était vraiment, on lui disait, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et on l'a vraiment considérée comme un membre de la tribu. Voire même, certains Amérindiens la considéraient même comme un membre de leur famille. Et le fait qu'elle se soit fait tatouer aussi, je tiens à mettre ça au clair, c'était pas une obligation. Mais c'était un signe en fait qu'elle appartenait à une famille et elle a accepté de le faire de son plein gré. On ne l'a pas forcée, elle était vraiment libre à tout moment, elle pouvait rentrer chez elle, mais dans certaines tribus. Hein. Voilà, c'est pour ça que je tiens à mettre ça au clair, pas qu'on se dise mais elle a développé un syndrome de Stockholm. Non, 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 c'est pas ça du tout. Et vraiment, ce qui se passe avec la tribu, que je vous dis que c'est qu'elle a tissé des liens très forts, c'était vraiment bouleversant, très beau, la manière dont c'était fait, puis on voyait justement que là on était sur une tribu d'Amérindiens qui était très ouverte et qui acceptait aussi que si elle expliquait qu'elle elle voulait faire ça de cette manière, ils l'acceptaient même si c'était pas leur tradition à eux et vraiment ils étaient très ouverts sur tous ces points-là et c'est là que j'ai trouvé très intéressant. Et comme je vous dis, oui, il y a eu des bons et des mauvais moments, mais au final, en tout cas juste avant qu'elle revienne à la civilisation, c'était des bons moments et vraiment elle était très attachée à la dernière tribu où elle a été. Et c'est pour ça donc qu'elle a pu tisser des liens très forts avec certains de ses membres. Et puis c'est pour ça que son retour à la civilisation a été un moment bouleversant, si bien pour les Amérindiens qu'elle a quittés que pour elle. Car elle avait l'impression de quitter la famille qu'elle venait de se créer, tout simplement. Et disons que dans la tribu, alors dans les dernières tribus où elle a été, il y a eu des moments très agréables avec la tribu. Et c'est là qu'on voyait vraiment cet attachement qu'il y a avec cette famille qu'elle avait trouvée et que j'ai trouvé que c'était beau, c'était bien réalisé. Et après, ben, on va comprendre qu'est-ce qui va la pousser à revenir à la civilisation. Et là, pareil, elle a eu le choix. Hein. On lui a dit, si tu veux partir avec ces gens, tu peux, sinon tu restes ici. Et donc, elle a décidé de repartir à la civilisation pour une certaine raison, que je vous laisserai découvrir. Et là aussi, c'était un moment important, car Olive va se rendre compte, quand elle revient, elle suscite l'effroi et la fascination avec ses tatouages, déjà. Les gens, ils se disent, mais voilà, c'est quoi et aussi, pour elle, ça va être difficile de se rendre compte que l'image, en fait, qu'ont les gens des Amérindiens, parce que pour les gens, ce sont des sauvages, tout simplement, et c'est pas possible que il lui ait fait ça par gentillesse ou voilà que eux ils voient vraiment qu'ils l'ont forcé à faire ça et ils pensent qu'elle a été maltraitée. Donc là c'est aussi très dur pour elle de réaliser l'image qu'ont les Amérindiens auprès de la population américaine. Et ensuite alors on fait un nouveau saut parce que voilà, là on a eu le plus gros de l'histoire d'Olive. Et cette fois on va suivre l'histoire de Pete qui va se poursuivre à travers un nouvel emploi et une rencontre intéressante sur le domaine où il travaille. Et là, pareil, j'ai trouvé que c'était aussi bien mené d'avoir un peu la suite du chasseur de primes. Et ce que je peux vous dire aussi avec cette BD, c'est qu'on a des illustrations réalistes avec un côté qui nous plonge en pleine époque western et une colorisation vive aux teintes variées et j'ai trouvé que l'effet de la peinture faisait un peu aquarelle parce qu'il y a des moments ça fait très clair et un peu transparent et vraiment j'ai apprécié cette colorisation et l'histoire d'Olive, j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante. Alors j'ai fait des recherches parce que je vous avoue que moi Olive Oatman, j'en avais jamais entendu parler auparavant. J'avais peut-être vu la photo qui est très connue d'elle. Et alors effectivement l'histoire qu'on raconte dans le livre c'est surtout ce qu'on sait actuellement parce qu'après elle est revenue à la civilisation et après on l'a perdu un peu de vue d'après ce que j'ai trouvé. Et je pense donc que tout ce qui nous a été décrit dans le livre c'est vraiment la vraie histoire et qu'après les auteurs se sont permis une liberté pour la suite et justement ce qui va s'y dérouler. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant et je tiens aussi à vous mettre en garde
Il y a des trigger warnings, vous en doutez là-dedans, hein. C'est une BD quand même qui est pas destinée à un public jeunesse. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience que dedans vous pouvez retrouver, ben, vous vous en doutez, il y a un enlèvement, il y a du meurtre, on voit du racisme également, de la maltraitance et des violences. Parce que, comme je vous dis, Olive, tout ce qu'elle va vivre, ce sera pas facile. Mais après, c'est une BD qui était vraiment intéressante et qui m'aura permis de découvrir l'histoire d'Olive. Et je vous dis, d'apprendre des choses intéressantes qui se sont déroulées à l'époque western et de voir que cette femme a pu cohabiter, trouver une famille chez les Amérindiens. Et ça, vraiment, je vous dis, c'est une histoire qui m'a profondément touchée, en tout cas. Le moment où c'est qu'elle était chez les Amérindiens et où elle a dû les quitter, c'était vraiment très fort comme émotion. Et je ne peux que vous la recommander si vous vous intéressez aussi à découvrir cette histoire ou que vous avez envie d'une BD qui se déroule à l'époque western. J'ai également lu L'insignifiante petite histoire, c'est de Gabriel Mus et c'est en auto-édition. Et je remercie encore donc Léonie qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse ainsi que pour sa confiance. Et donc ici, alors on est sur une histoire un peu particulière en fait. On va suivre le petit Gabriel qui va perdre ses dents de lait. Et sa petite souris, au lieu de lui amener une pièce d'argent, va lui écrire des lettres. Des lettres où elle lui raconte son insignifiante petite histoire. Sauf qu'en fait, derrière ces lettres se cache en réalité sa grand-maman qui, on va le découvrir au fil des lettres, a eu une histoire qui était quand même loin d'être insignifiante. Voilà pour le speech, tout ce que je peux vous dire. Et alors là, c'était une histoire vraiment émouvante. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. Alors déjà, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est qu'on joue sur un rappel à notre enfance à travers le mythe de la petite souris. Et nous, lecteurs, nous sommes dans la confidence, nous savons qui écrit réellement ces lettres dès le départ grâce au résumé. Mais le petit Gabriel, lui, par contre, il va découvrir les aventures de Jojo, la petite souris, donc qui s'occupera de lui. Voilà. L'histoire est vraiment touchante. L'auteur, il a imaginé un monde de souris qui parle bien à la jeunesse, je trouve, et tout en intégrant des éléments historiques importants de notre réalité, justement. Notamment, je pense à la Seconde Guerre mondiale, qui va quand même avoir une part importante dans cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait d'imaginer ce monde de souris, en fait, qui vivent, littéralement, sous nos pieds. Et je trouve que ça parle vraiment aux enfants également. Jojo, c'est un personnage qui est vraiment attachant et émouvant. Franchement, j'ai adoré cette petite souris, je suis la suivre à travers ses aventures. Et Jojo, elle a eu une vie qui a été semée de malheurs. Vraiment, elle n'a pas eu une vie facile. Et franchement, par moments, c'est vraiment très émouvant ce qu'elle va vivre. Mais malgré tout, elle va rester optimiste. Et elle n'hésite pas à venir en aide aux autres. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et vraiment, comme je vous dis, ce personnage m'a vraiment très émue. En plus, on a une plume qui est prenante, poétique et avec de magnifiques phrases qui font réfléchir et qui restent en mémoire. Pour vous dire, il y a certaines phrases, c'est tellement bien écrit que ça fait réfléchir et vraiment, c'est magnifique à travers ce que l'auteur essaye, le message que l'auteur essaye de nous faire passer. Et aussi, on va jouer subtilement entre les émotions et l'humour, et ça c'est aussi très bien fait parce que comme je vous dis, Jojo, elle va vivre des choses qui sont pas faciles, mais également il y a des passages qui sont très drôles. Alors c'est quand on arrive à contrebalancer ces deux émotions, c'est vraiment bien fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une lecture qui est vraiment belle, car on passe quand même de bons moments, même si certains sont plus durs que d'autres. Alors aussi, je tiens à vous dire qu'on aborde aussi le thème de la foi et donc de la religion là-dedans, car déjà, la foi va avoir une place importante dans l'histoire de Jojo à un moment donné, et après, il est clairement précisé que chacun est libre de choisir de choisir sa voie, mais Jojo est obligé de raconter cette partie de sa vie, car déjà, faut pas oublier, nous sommes à l'époque, alors la religion a une place importante, même si au départ Jojo n'en voit pas l'intérêt, car à l'époque, moi je me rappelle, ma grand-mère me disait tous les jours, ils allaient à l'église, à la messe. Donc on retrouve cette idée-là de l'époque, l'idée d'aller à la messe régulièrement. Mais Jojo, après, il y a un élément particulier qui va lui donner la foi. Et on va découvrir tout cela, et après, comme je vous dis, comme c'est amené, c'est vraiment, il n'y a pas de jugement, Jojo nous raconte son histoire, et elle explique clairement que chacun est libre de trouver sa voie, et elle le dit aussi au petit Gabriel en lui disant, ben voilà, j'espère que toi tu vas aussi trouver la foi, mais si ce n'est pas ce que tu désires, et bien voilà, libre à toi de ne pas y croire, et
Et c'est dit clairement en fait que chacun est libre de choisir sa voie. Et pour vous dire aussi, même cette partie-là, il y a certains moments c'est abordé avec humour. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, il y a un événement religieux qui est célébré, mais c'est tourné d'une telle manière que vous pouvez pas faire autrement que d'éclater de rire. Moi franchement, je suis pas amatrice de religion, tout ça, mais là, étant donné qu'on est sur ce concept qu'il faut pas oublier qu'on est quand même à l'époque, ça m'a pas dérangé plus que ça. On nous donne quand même on nous dit quand même qu'on a notre libre arbitre, voilà, que c'est à nous de choisir. Et après on a encore cette scène là-dedans, mais j'étais mort de rire pour vous dire, franchement, moi qui suis pas plus amatrice d'église, tout ça, eh bien, là, comme c'était fait, vraiment aussi d'avoir osé mettre de l'humour là-dedans, c'était vraiment pour nous montrer, ben oui, on n'hésite pas non plus à tourner en ridicule certaines choses et c'était vraiment très bien fait. Bien entendu, les lettres vont se succéder au fil de la perte des dents de Gabriel et chaque lettre est émouvante, j'ai envie de vous dire. Chaque lettre, c'est vraiment bien fait parce qu'au début de chaque chapitre, ben, je peux vous le montrer en fait. Si je trouve... Voilà, on a laquelle lettre c'est, on a la date et on a quelle dent le petit Gabriel a perdu. Donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là car on suit vraiment où c'est qu'on en est. Et chaque lettre a son lot d'émotions et oui, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et aussi, ce qui est bien amené, c'est qu'on a certains clins d'œil subtils qui sont faits en référence à la vraie hauteur des lettres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jojo va dire, par exemple, tu peux rendre heureux les gens autour de toi, n'oublie pas, ta grand-mère aime bien les câlins. Tu vois, vous voyez, c'est tout bête, mais c'est des clins d'œil subtils qui sont faits et nous, comme on sait que c'est elle qui écrit ça, on se dit ouais, c'est bien tourné, c'est bien amené, c'est génial. Et la grand-mère aussi, j'ai envie de dire, on voit qu'elle a ses opinions sur certaines choses. Par exemple, elle dit à plusieurs reprises que Gabriel est beaucoup trop gâté. Elle lui dit dès le départ qu'il est déjà assez gâté comme ça par ses parents, qu'il n'a pas besoin que sa petite souris lui donne des pièces et qu'à la place, eh bien, elle va lui écrire des lettres. Sa mère va lui lire les lettres et que justement, les lettres ont été écrites de manière à être pas dans ce style jeunesse qu'elle trouve que justement on enfantise certaines choses. C'est quand même écrit d'une manière d'adulte, mais elle dit clairement que il faut que le petit Gabriel pose les questions à sa maman et qu'on va lui expliquer les choses, car elle pense que justement même un enfant, on peut lui parler de choses importantes, mais il faut lui expliquer ce qu'il ne comprend pas et qu'il peut comprendre. Donc ça aussi, je trouve que c'était très bien fait. Et après, on va suivre cette correspondance quand même sur un certain nombre d'années. Ça va s'étaler des fois. Entre certaines lettres, il va y avoir des mois et des mois avant la suivante. Et oui, on se dit que ça s'est déroulé sur des années. Tout ça, c'est... Waouh! Moi, franchement, ça m'a vraiment touchée, cette histoire, la manière dont c'est fait. Et comme je vous dis, moi, c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée géniale sur ce principe déjà de jouer sur le mythe de la petite souris, quoi, tout simplement. Et Jojo, comment vous dire, plus on lit l'histoire, plus on se dit qu'elle est loin d'être insignifiante son histoire. Entre les émotions variées et nombreuses que l'on va vivre tout du long. Et on va dire la dernière lettre se clôt avec la dernière dent donc de Gabriel. Et cette lettre finale va nous expliquer en fait ce que sont devenus les personnages principaux. Donc ça j'ai trouvé intéressant car Jojo ne va pas nous raconter toute sa vie. Elle va s'arrêter après un élément important. Mais dans sa dernière lettre, elle a quand même décidé de laisser une place pour nous dire eh bien, ce que sont devenus chacun des personnages que l'on voit là-dedans. Et aussi comme ça, on sait quand même ce qui leur est arrivé et ça c'est bien. Car au moins on a un aperçu de ce qui s'est passé après. Même si je trouve que c'est moins intéressant, mais on a un résumé dans cette dernière lettre et de refermer ce livre, on le referme quand même avec une certaine émotion, j'ai envie de vous dire. Franchement, pour moi c'est une lecture que j'ai trouvée magnifique. Le fait d'avoir ce double, le fait que non seulement en confidence mais pas Gabriel, et aussi un autre point, alors je savais pas si ce serait révélé ou pas à la fin, en fait on ne nous dévoile pas comment Gabriel va apprendre la vérité en fait. Et alors, je sais que certaines personnes vont trouver que c'est pas bien car c'est en guillemets mentir à un enfant, mais là, comme on joue avec le mythe de la petite souris, j'ai envie de vous dire, moi je ne trouve pas, car quand les lettres vont prendre fin, on peut encore laisser Gabriel croire en la petite souris.
Et justement, moi je trouve que c'était mieux fait ainsi, justement, car on reste dans l'histoire de Jojo, dans ce monde qui a été créé. Et en refermant ce roman, justement, le fait de penser que le petit Gabriel, il croit encore à la petite souris, moi je trouve que ça nous ramène en enfance, nous-mêmes, à la période où on y croyait encore, où on croyait que la petite souris, ou pour certains une fée des dents, venait sous notre oreiller récupérer nos dents en échange d'une pièce. Et c'est ça que je trouve qui fait encore le lien plus avec le mythe. Et je trouve que c'est mieux de justement terminer ainsi. Parce que justement, de toute façon, le mythe de la petite souris, c'est que la mentir aux enfants de base. Alors voilà, pour moi, je trouve que c'est mieux ainsi, justement. Et puis, je pense que c'est mon côté rêveuse qui me fait penser comme ça, mais je trouve qu'il valait mieux ne pas montrer la scène où on apprend à Gabriel la vérité et finir avec la dernière lettre de Jojo et terminer sur ce monde de souris, ce monde qu'on nous a proposé, qui était vraiment, comme je vous ai dit, très bien réalisé, bien détaillé. On apprend beaucoup de choses sur les souris, tout en restant quand même dans notre histoire à nous, et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, comment vous dire, c'est une lecture que je ne peux que vous recommander. Ça a été une magnifique découverte, je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Je suivais les lettres de Jojo, c'était prenant, c'était intéressant, c'était drôle, émouvant. Vraiment, j'ai eu tout ce que j'attends d'une très bonne lecture. Et c'est pour ça que je ne peux que lui mettre la note de 9 sur 10, car vraiment, c'est une magnifique lecture et je vous encourage à la découvrir car elle vaut le détour. J'ai également lu le second tome de Tanis, donc le tome 2, Le démon de la mer morte, de Denis Bajram, Valérie Mangin, Stéphane Berger, je sais jamais comment on prononce, désolé, et c'est aux éditions Dupuis. Je monte la couverture et je remercie encore Maison d'édition pour l'envoi de ce service presse, franchement. J'avais beaucoup aimé le premier tome, l'univers de Tanis. Et donc pour faire un résumé du tome 1, en fait, Tanis, quand elle a été bébé, elle aurait dû être abandonnée et mourir parce qu'elle a les cheveux blancs et ça a été perçu comme un grand malheur. L'ancien, qui avait quand même un certain pouvoir, l'a recueillie, l'a élevée et a commencé à la former pour prendre sa succession. Tanis va donc vivre isolée des autres personnes car on n'ose pas l'approcher, on n'ose pas la toucher. Et malgré tout, elle a quand même un ami, Seppi, avec qui elle peut se voir il se voit le soir. Mais lui aussi, théoriquement, s'il se faisait choper, ça se passerait très mal. Et un jour, ils vont entrer dans une des pyramides. Et à partir de ce moment-là, eh bien disons que pas mal de choses vont se dérouler. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors là, pour ce tome 2, effectivement, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés dans le tome 1. Et là, on va voir ce qui va arriver à Tanis suite à cela. Ici, tout ce que je peux vous dire, c'est que Tanis va être capturée et envoyée vers la mer morte. Voilà. Donc déjà, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Il y a des trigger warnings à l'intérieur. Attention, dans ce tome, on va parler notamment d'esclavage et il y a des morts. Voilà. Attention quand même, soyez avisés. Et alors, ici donc j'ai trouvé que c'était une suite qui se concentre surtout sur le peuple de Tanis. Et on découvre la manière dont celui-ci est réduit en esclavage et les traitements qu'il va subir. Donc voilà, on va dire que là, ce sera vraiment pas Tanis, notre personnage principal, en tout cas pas pendant une grande partie de l'intrigue. Donc on va également entamer un voyage jusqu'aux abords de la mer morte, et ça va être assez rude, comme vous pouvez l'imaginer. Et la BD amène dans des lieux connus avant d'arriver à sa destination. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant car les lieux justement qu'il visite, moi je ne connaissais pas. Et ensuite, on a des références qui sont faites à la fin et là on voit de quoi les auteurs se sont inspirés. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de savoir que tout ça en fait c'est tiré de la réalité. Comme je vous disais, Tanis, elle est vraiment effacée dans ce tome. En fait, elle est rongée en fait par la culpabilité et son peuple la craint, mais en même temps, il la garde à l'écart, mais ils lui en veulent aussi beaucoup pour les événements qui se sont passés auparavant. Donc vous voyez, c'est... Voilà. Ils ont quand même peur d'elle, mais il y a beaucoup de haine à son égard. Et notamment, on va rencontrer Ashera. C'est une jeune femme qui va clairement exprimer sa haine envers Tanis. Et en même temps, elle est très bienveillante envers les autres rescapés et elle va tout faire pour les aider, mais
concernant Tanis, elle ne va pas la lâcher. Quand Tanis va vouloir tout lâcher, se laisser sombrer même, c'est elle qui va la relever en lui disant non, non, tu vas pas te laisser aller, c'est trop facile. Et on voit vraiment cette haine qu'elle lui voue et qui lui dit ah non, vu ce que tu nous as fait subir, tu vas souffrir toi aussi. Et tu vas avoir ton lot de souffrance. Et ça, j'ai trouvé que ce personnage... Alors, au départ, on voit, oui, effectivement, qu'elle a une haine envers Tanis, c'est justifié. Mais également, on voit que c'est pas quelqu'un qui est mauvais, car avec les autres, elle est vraiment bienveillante et c'est intéressant d'en apprendre plus sur elle, justement. Et donc, quand ils vont arriver à la mer morte, on va dire, ils vont se retrouver dans un lieu avec d'autres esclaves, et on va dire que là-bas, les rancœurs vont devoir être mises de côté pour essayer de retrouver leur liberté. Et la mer morte aussi, comment vous dire, elle pourrait bien dissimuler certains dangers qu'on n'imaginait pas, des dangers vraiment insoupçonnés. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était bien fait car j'avais pas vu venir ça, en fait, en tout cas pas au début. Et le dénouement final est prenant, il donne vraiment envie de lire la suite des aventures de Tanis et de retrouver les autres protagonistes qu'on a un peu plus découverts dans ce second tome. Et on a des planches en fait explicatives à la fin en fait qui nous expliquent les sources d'inspiration des auteurs ainsi que du mythe dont ils se sont inspirés pour ce second tome, vous voyez. Là on nous parle plus en détail de la mer morte, là c'est un paysage où c'est que justement nos personnages se sont rendus. Et voilà, on a vraiment tout ce qui est de ces inspirations, tout ça je trouve c'est vraiment très intéressant de voir que même si ils ont voulu faire un univers fictif qui se passe bien avant l'Égypte antique, eh bien il y a quand même eu des inspirations des mythes que l'on connaît et aussi des lieux que l'on connaît à l'heure actuelle qui ont été glissés à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment le fait de jouer sur le fictif mais en gardant cette part de réalité et de mythes connus à notre époque, c'est bien joué et vraiment c'est ça que je trouve intéressant. Et puis ce mélange aussi de se dire oui, c'est pas de l'Égypte antique, on a déjà des notions d'Égypte antique, notamment dans le tome 1 on avait les pyramides, mais de se dire oui on est avant l'Égypte antique et justement aussi le fait d'y intégrer le mythe de l'Atlantis, je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne BD, franchement je vous la recommande si vous aimez un peu tout ce qui est Égypte antique, même si comme je vous dis ça se passe bien avant, mais vraiment très 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 intéressante comme BD. Et on a des illustrations vraiment magnifiques, réalistes, avec des planches j'ai trouvé qui étaient aux couleurs vives et qui peut passer du ton chaud au ton froid. Je vais vous montrer. Alors déjà la première planche, ça c'est vraiment aussi dans le premier tome, ça joue comme ça, on voit Tanis dans le futur et on se demande justement comment est-ce qu'elle arrive à cette étape de sa vie. Et dans le tome 1 justement on a aussi une référence à cela et après comme on découvre Tanis plus jeune, on se demande comment cette jeune fille va arriver à cet état là. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et comme je vous disais, voilà, donc on a des planches au ton chaud, mais vraiment réalistes. Ne lisez pas les bulles pour ne pas vous spoiler. Et on part des scènes plutôt dans des tons beaucoup plus froids. Regardez. C'est vraiment très beau, je trouve, et très bien fait, réaliste. Et franchement, j'ai pris du temps pour la lire, car, comme je vous dis, moi, quand je lis une BD, je mets du temps à les lire, car en fait... j'aime observer les dessins, j'aime regarder chaque détail de chaque dessin. Et là, autant vous dire que au niveau visuel, je me suis régalée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai enlevé quelques points? Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques facilités au niveau du dénouement final, car l'élément perturbateur qui va arriver, j'ai trouvé qu'il était rapidement évincé, j'ai trouvé que c'était dommage, ça m'aurait pas dérangé d'avoir quelques planches en plus pour avoir vraiment un combat plus intéressant, plus long. Et c'est ça que je reprocherai un petit peu, mais comme je vous dis, malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture avec cette BD. Je trouve que c'est très intéressant le fait de se centrer davantage sur le peuple, ce qui permet de découvrir d'autres personnages que Tanis. Et étant donné comme le dénouement qu'on nous propose, je pense que le troisième tome va plus s'axer sur Tanis. D'ailleurs, le tome, j'ai déjà le nom, ce sera la tour de Babel. Donc là aussi, avec un titre pareil, je suis curieuse de voir ce que l'on va nous réserver. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi des emojis. Donc vous pouvez me mettre, vu que c'est un point lecture, les 3 livres empilés. Ou vous pouvez me mettre un emoji en lien avec l'un des livres. Par exemple, vous pouvez me mettre
une souris pour l'insignifiante petite histoire. Vous pouvez même mettre un lion ou un dragon pour le chant de la lionne et du dragon. Et voilà, ou un loup aussi pour la captive de d'Unkelstadt. Voilà, donc voilà, faites-vous plaisir au niveau des emojis, lâchez-vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!